pense que tous les product designers, tous les designers, en fait, c'est des gens mégalos, égocentriques. Et en fait, c'est le côté, ce qui est motivant, c'est de se dire que tu vas un peu avoir un impact social sur la façon dont les gens vont se déplacer. Et c'est ce qui me plaisait aussi chez Cocooning, c'est avoir un impact social sur un peu transformer la façon dont les gens voyagent ou mangent le midi, si tu veux. Donc un peu laisser ta marque là-dessus. Donc c'est très mégalo, hein. C'est hyper mégalo. Et moi, ce qui m'intéressait, tu vois, Cocooning, c'était pas trop d'avoir ma boîte, c'était de participer à un changement comme ça, tu vois. Donc c'est ça qui me motive dans ce métier. Ouais. Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié au meilleur du produit et design français. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Julien Pelletier, Head of Product Design chez Hitch. Nous parlerons de son expérience à recréer un produit de zéro suite à une décision de justice, du travail en remote chez Hitch, de son aventure entrepreneuriale chez Cocooning ou encore de ses nombreuses sources d'inspiration avec notamment Kobe Bryant. Merci beaucoup Julien de venir sur la French Touch podcast. Tu travailles depuis plus de 10 ans dans le digital, d'abord comme directeur artistique interactif. C'est comme ça qu'on s'appelait à l'époque. C'est ça. Il y a des termes multimédia interactifs qu'on aimait bien utiliser à l'époque. Puis lead designer chez l'Expert Comptable. Tu as monté ta société Cocooning, qui a été rachetée ensuite par Visit en 2015. Donc tu étais à la fois cofondateur et le directeur produit de Cocooning. Tu as rejoint Blablacar en tant que UX designer pendant plus de 2 ans. Et depuis janvier 2017, tu travailles chez Hitch et tu es maintenant le Head of Product Design. Peu de temps après ton arrivée chez Hitch, le 2 mars 2017 exactement, Hitch est condamné à verser plus de 400 000 euros de dommages aux chauffeurs de taxi pour préjudice moral et il y a 200 000 euros d'amende pour complicité d'exercice illégal de la profession de taxi. C'est une belle entrée en matière, je pense, quand tu arrives dans une boîte. J'ai connu pire comme entrée de boîte. Ma première expérience dans l'agence de pub, mon premier jour, on a eu droit à une saisie d'huissier. C'est-à-dire qu'on t'arrive le matin, à 10h, on te file ton Mac, on te fait faire le tour de l'agence, et à midi et demi, t'as des huissiers qui arrivent, qui embarquent tout le matériel et qui se barrent, en fait. Et qui reprennent ton Mac. Et qui reprennent ton Mac. Bienvenue chez nous. Et en fait, tu te rends compte que le patron était un bon gérant, et en fait, il payait pas l'URSSAF, il payait pas ses fournisseurs, tout ça. Finalement, ça a duré quand même pendant 2 ans, cette histoire. Mais par rapport à Hitch, tu vois, j'ai connu pire. Donc, quand tu commences dans ton parcours professionnel comme ça, tu te dis, je peux tout vivre. Après, tu prends du recul sur absolument tout. Oh my god. Et du coup, comment t'as vécu, justement, alors, chez Hitch, ce coup de massue pour les fondateurs, on les a vus partout à la télévision. Ouais. J'étais bien évidemment un peu conscient de la situation de la boîte quand je l'ai rejoint. Quand j'ai dit chez Blablacar, boîte super établie, qui faisait beaucoup d'articles sur meilleure start-up dans laquelle travailler, tout ça, quand j'ai annoncé que je partais chez Hitch, les gens ont pas forcément compris. On dit pourquoi tu pars là-bas, ça se trouve la boîte elle ferme dans 2 mois et tout ça. Et en fait, c'est un peu ni pédant ni scandaleux, enfin un petit peu scandaleux de dire ça, c'est que pour un product designer qui a un petit peu d'expérience à Paris, le marché du travail est tellement favorable que 2 semaines plus tard, si la boîte fermait, t'avais du boulot en fait. Et au contraire, si la boîte, si tu contribues un petit peu à la remettre sur des rails et tout, c'est hyper valorisable. Et je m'en rends compte aujourd'hui, parce que les founders de Hitch me font pas mal confiance. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et tu mènes un peu les batailles que tu veux, tu vois. Et t'étais là au pire moment, donc ils te disent, ok, ce mec il en veut. Et il y a des gens qui sont partis à ce moment-là ou pas? Non. Volontairement, tout le monde est resté. Tout le monde est resté. Et c'est assez ouf de se dire, il y a 2-3 départs maintenant, parce que la boîte maintenant on est 130, 120, peut-être un peu moins. Quand t'es arrivé, vous étiez combien? 60. Ok, x2. x2, ouais. Et sachant que pendant, 8-9 mois, on a frisé un peu tout ce qui était recrutement. Ouais. Parce que t'avais pas trop de visibilité, tout ça. Et quand on a relevé des fonds en fin d'année dernière, ça a permis de débloquer ces recrutements, et là, ça a commencé à recroître. Quand t'arrives, la société est connue, surtout auprès des jeunes, peer-to-peer, on sort de boîte, on fait Paris vers les environs, etc. La décision arrive. Comment ça s'est passé? Le plan était connu un peu à l'avance, on a anticipé un peu le truc, on savait qu'il y avait des chances que l'offre entre particuliers n'ait plus le droit d'exister. Ouais. Donc on avait anticipé, se dire vas-y, il faut qu'on ait techniquement la possibilité d'ouvrir une autre offre. Donc il y avait déjà ça plus ou moins dans les tuyaux. Ça, tu le savais quand t'as passé des entretiens? Ouais. Ok, ouais, d'accord. Bon, c'était clair alors. C'était clair. Ouais. Mais par contre, ce qui était assez impressionnant, c'est que donc il y a eu le jugement. Le jour d'après, on a dû fermer le service. On a passé toute la semaine à bosser sur une semi-protestation. Donc il y avait un système manif online et tout ça. Donc toute la boîte était en mode alerte, chantier, alerte, plan sec. Et on a tous bossé sur ce truc de com pendant une semaine. Et la semaine suivante ou 2 semaines après, on ouvrait avec des professionnels. Donc pendant 2 semaines, on a réussi à réouvrir, à repartir de zéro en tant que supply. En fait, on n'avait plus de drivers parce qu'ils étaient tous
Bah, c'était amateur avant, tu vois, ouais. particulier. Et on a remonté un sign-up avec des drivers professionnels pour qu'ils puissent s'inscrire et tout ça, remonter la marketplace et se dire, vas-y, 2 semaines plus tard, on rouvre. Et moi, ça faisait 3 mois que j'étais là. Tu dis, waouh, ils ont une capacité d'exécution assez impressionnante. Quand tu dis t'en faisais partie du coup. Quand ouais, même. mais ouais, c'est incroyable. C'était surtout les opérations en fait qui ont géré ça. Et dans l'approche, c'était hyper lean en fait, et c'était assez impressionnant de voir que tout le monde dans la boîte avait cette philosophie-là. Ils ont fait beaucoup de choses à la main au départ, et après quand c'est devenu un problème, ça scalait plus. Ce point-là qui scalait plus, ils se sont dit vas-y, on va développer un petit truc pour le faire, etc. Ce qui fait que c'est allé super vite et que c'était un peu au forceps au départ, et t'as continué en scalant un petit peu avec les efforts produits. C'est impressionnant, ouais. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Là, vous avez fait, ce qui a été annoncé, c'est en janvier 2018, effectivement, la levée de fonds de 20 millions de dollars, qui sert à la fois à la tech et au développement à l'international. Vous êtes présent dans 10 villes, 5 pays. Ce qui m'intéressait, c'est en France notamment, il y a de nombreux concurrents français, chauffeurs privés, il y a le cab, on parle de Lyft, Taxify, etc. Qu'est-ce qui vous différencie ? Avant, c'était clairement le côté moins cher parce que c'était des particuliers et c'était très simple de dire vas-y, c'est plus sympa, plus convivial parce que c'est plus humain, c'est des gens comme toi qui te ramènent chez toi. Aujourd'hui, qu'on a plus ça avec des professionnels, on essaye de garder ce côté un peu alternatif, ce côté vas-y, c'est un chauffeur professionnel, mais si t'as envie de monter devant, tu montes devant, tu tapes tu le check et puis tu te tapes des barres avec lui, tu vois. Et c'est ça en fait qui se démarque de Uber, où en gros tu vas avoir ils auront tendance eux à vouloir lisser l'expérience et l'uniformiser d'un trajet à l'autre, d'un utilisateur à l'autre, d'un passager à l'autre. Nous, on va vouloir justement prendre le contre-pied de ça et se dire vas-y, ton driver il a sa personnalité, il écoute sa musique, toi t'écoutes ta musique, tu prends un hitch pour aller à une soirée, et ta soirée elle sera chaque fois différente. Donc pourquoi pas miser là-dessus sur le côté, chaque ride sera unique, tu vois. Votre Instagram, par exemple, j'ai absolument pas l'impression que c'est un Instagram de boîte de VTC, mais alors pas du tout. Ouais. C'est que des photos de parties, de soirées, Ok, donc c'est vraiment ce côté convivialité, humain, expérience unique à chaque fois. Ça, toi, t'as été partie prenante quand ou les fondateurs avaient déjà ça en tête. Ça fait partie de la boîte depuis assez longtemps, et ça fait partie des volontés de se dire, qu'est-ce qui nous différencie ? Qu'est-ce qui nous différencie ? Et on est un truc plus humain, et de facto de base, comme c'était les amateurs avant, t'avais beaucoup plus la personnalité de la personne avec qui tu montais, comme pour un Blablacar finalement, où ça met vachement l'accent sur les histoires que les covoitureurs ont en commun les uns avec les autres, enfin les points qu'ils peuvent avoir en commun les uns avec les autres. Et c'est pas parce que on est passé sur une offre pro que c'est pas vrai en fait. C'est pas parce que le mec il est payé pour et toute sa journée c'est faire des trajets que il a pas une personnalité et que tu peux pas discuter avec lui. Donc ça c'est un truc que j'ai vu aussi où vous mettez vachement en avant. En tout cas, il y a une vraie empathie pour les chauffeurs, un vrai travail de fond qui est fait avec les chauffeurs. Ouais. Les soirées, les driver day, tous ces trucs là, ça c'est différenciant. Ça les autres parce que différenciant. Ouais, je reviens sur les chauffeurs privés, le cab, etc. Eux le font pas ça. Uber, ils sont obligés de le faire là en ce moment. Ils ont eu un programme 180 jours pour changer ou je sais pas quoi. Je sais plus exactement le nom du programme, mais un driver VTC, il a pas forcément un travail facile. Là où on pouvait se dire que Uber s'en foutait, et peut-être que chauffeur privé met pas forcément l'accent, en tout cas on le voit pas forcément l'accent qu'ils mettent sur leur communauté de drivers. Nous on s'est dit il y a sûrement on trouve important de mettre l'accent là-dessus et d'être bien avec notre communauté de drivers également, tu vois. Donc on essaie d'organiser des événements avec eux, de les rencontrer le plus souvent possible pour connaître leurs attentes, connaître leurs problèmes, etc. Chose que Uber, en tout cas en France, ne fait pas forcément. Tu rencontres des drivers sur Hitch, ils se disent c'est trop bien, vous nous écoutez, vous nous rencontrez. Uber, quand on a un problème, on peut pas forcément aller les voir. On est un numéro. Moi je sais, j'avais demandé à des chauffeurs, ils me disaient je suis un numéro pour Uber. Et donc rendre le truc plus humain, c'est aussi sur la entre guillemets précarité de leur travail, essayer de rendre ça plus acceptable aussi, tu vois. Okay. Et même d'un point de vue business, c'est beaucoup plus intelligent. Si les drivers sont de ton côté, t'as les rides, tu vois. T'as plutôt intérêt à ce qu'ils passent le plus de temps possible sur ta plateforme. La supply, ouais. C'est quoi le modèle d'organisation que vous avez ? On a Product Tech, tu veux dire Product Tech Design. Ouais. Product Tech Design. On a des squads. Il y a une squad Passenger Growth, où en gros, tu as, c'est le sign-up, c'est le referral, ça va être le profil de passager. Tu auras la même chose côté driver,
D'accord. Avec un scope un peu plus gros parce que t'as des outils de gestion de profil driver également, avec les employeurs qui ont des flottes de voitures et plusieurs employés chauffeurs, etc. Donc il faut qu'ils puissent gérer leur truc, gérer leur boîte aussi de cette façon-là. On a une squad ride et une squad marketplace qui se répondent l'une et l'autre. Marketplace, c'est quoi? Ouais. Marketplace, c'est tout le matching en fait. Il y a très peu de design dedans. Ouais. En fait, c'est plus des data scientists qui vont bosser dedans. D'accord. Et qui vont avoir la même approche en fait qu'un designer, si tu veux. J'aime bien voir le truc de façon à, ok, t'as un PM et un data scientist qui vont résoudre des problèmes avec des algos, avec de la data science. Là où Ride, c'est toute la cinématique de Ride, donc la commande de driver et après tout pick-up, drop-off, etc. Et là, tu bosses plus avec un designer et moins avec un data scientist, tu vois. D'accord. J'aime bien ce parallèle entre les deux, data scientist, designer, qui font le même taf sur des problématiques différentes, quoi, avec des outils différents. Des outils différents, ouais. Ça inclut du testing utilisateur, des recherches utilisateurs. On n'a pas de UX researcher pour ça, et donc c'est un peu la responsabilité de chaque designer de faire ses propres interviews avec ses propres drivers ou passagers, de faire ses propres tests usability, d'organiser ça en fait. D'accord. Ouais. Toi, tu chapeautes tout ça, ou t'es responsable de l'équipe product design à proprement parler? On s'est vu il y a pas longtemps justement. On a onboardé 2 nouvelles personnes il y a assez peu de temps. Vous êtes combien? On est 4, bientôt 5 dans l'équipe product design. D'accord. Et en fait, on s'est vu pour s'assurer que le scope de chacun conviendrait à chacun en fait. Et donc c'était l'occasion de redistribuer les cartes et de dire vas-y. En fait, on a fait comme les vœux pour l'université. Tu dis vœu numéro 1, je veux bosser avec Moni, etc. Vœu numéro 1, je veux bosser avec Moni. Vœu numéro 2, je veux bosser avec Driver Growth, etc. D'accord. Et à la fin, t'essaies d'équilibrer le truc. Quoi. Attends, parce qu'on va en parler de ça. C'est toi qui prends la décision finale ou pas? J'ai pas eu à le faire parce qu'en fait, on a réussi à faire ça en bonne intelligence, ça tombait plutôt bien. Et j'ai pas eu à trancher. D'accord. Donc, décision plutôt simple à prendre. Si t'as vu, alors je te mets dans un exercice. Si je te mets dans une situation où t'as plusieurs product designers qui veulent bosser sur le même sujet, tu choisis comment? Sur la seniorité du PM. En gros, ce que j'aime bien faire, ce que je trouve intéressant de faire, ça va être de mélanger un PM senior avec un designer junior et l'inverse, pour pouvoir combler en fait que si tu prends tout ce qu'il y a besoin de faire pour mener un projet à bien, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que le designer senior aille un peu plus loin que classiquement ce qu'un product designer va faire, et que le product manager senior aille un peu plus dans la définition des solutions et laisser le junior juste livrer la meilleure solution, si tu veux. Je sais pas si c'est clair. Justement, quelle différence tu fais entre les deux jobs? Je me pose encore la question. Ouais. C'est vrai? Ouais, je suis sûr qu'un bon product designer bien senior peut être un très bon product manager et inversement. Il y a un gros overlap, je trouve, entre les deux rôles. Et il y a des organisations qui n'ont pas de product designer ou des organisations qui n'ont pas de product manager. Ouais, je pense à Zenly, exactement. Nico, qui est, je le connais bien. Et il me dit, il n'y a pas de product manager chez nous, quoi. C'est les designers qui font ce rôle-là. Et c'est pas con, en fait. C'est juste, ça dépend comment tu recrutes et c'est quoi ton plan et c'est quoi derrière la façon de l'organisation dont elle est faite, quoi. Qu'est-ce qui fait alors du coup, selon toi, la spécificité d'un product designer versus un product manager? Il y a 2 trucs. Classiquement, je te dirais que le designer va plus créer ses interfaces. C'est la réponse toute bête. L'autre réponse toute bête, c'est le designer va plus faire ses interviews utilisateurs et projets utilisateurs. Un truc que j'aimerais bien faire, un truc que je voulais faire dès mon arrivée chez Hitch, mais que quand t'es tout seul, en fait, t'es juste là à éteindre des feux et t'as pas le temps de trop penser à des projets long terme. C'est chez Blablacar, on avait un truc qui s'appelait la User Feedback Database, et qui était un gros document, un gros spreadsheet Google, dans lequel tu trouvais tous les retours utilisateurs, peu importe leur provenance, du service support, des réseaux sociaux, des événements qu'on organisait offline, et tu avais un Google Form et 2-3 petites macros qui te permettaient de rapidement accéder à ce truc-là, où tu remplissais le retour utilisateur assez brut, et tu avais une personne qui régulièrement checkait ce document, qualifiait chacun des retours en le catégorisant à quel problème c'est lié, à quel squad c'est lié, et t'avais un Google Translate parce que comme c'était une boîte internationale, des fois t'avais les retours bruts en allemand, t'avais le Google Translate du truc. C'est génial ça. Et derrière t'étais capable de dire voilà, quel est le top 3 des problèmes liés à la money en Allemagne pour les drivers, si tu veux. Et ça sur un historique de combien de temps à peu près?
Je me souviens. C'était non, ouais, je sais plus. C'est au moment où on l'a fait jusqu'aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que le document, je sais pas s'ils l'ont scalé aujourd'hui, si tu veux, mais c'est génial. Une archive du retour utilisateur. Ouais. Et catégorisée pour te permettre après toi d'aller piocher dedans et voir un peu. Et en fait, si t'avais le but là, j'aimerais bien le faire pour que en fait la voix de l'utilisateur, que déjà l'équipe product design soit la voix de l'utilisateur au sein de l'équipe produit, Oui. et que la voix de l'utilisateur soit intégrée aussi à la construction de la roadmap, tu vois. Ça te permet de te dire, si c'est des retours utilisateurs, on va construire des projets, des features qui vont être alignés avec ça, tu vois. On va bosser sur les bons projets. Donc là, on commence à avoir une taille de team suffisamment intéressante pour pouvoir se dire, vas-y, cette problématique-là, on va commencer à travailler dessus. Et là, ça va devenir cool, ouais. C'est top, ça. Ouais. Moi, je cherchais un outil, je pense à Product Board, en fait, quand Ouais. tu me dis ça, parce que une des grosses problématiques que j'avais, c'est, il y en a sur Intercom, il y en a par mail, il y en a par Slack, il y en a par Visu, des spreadsheets dans tous les sens. Comment tu fais pour centraliser cette information et la catégoriser? Ok. Et donc, c'était un truc que fait in-house, genre sur un Google Spreadsheet. C'est vrai que Product Board le fait, je l'ai pas complètement poncé pour voir comment c'était foutu. Vous utilisez quoi comme outil en interne? Pour le road mapping, Pour tout. les discussions de tooling, c'est vraiment pas ma passion. Non. Je te jure. Ah bah, viens, on alors, non, mais attends, je peux te répondre quand même. On utilise beaucoup, moi j'utilise beaucoup Google Slides. C'est Ouais. un de mes outils principaux. On utilise beaucoup Notion également pour Oui. tout ce qui est documentation. D'accord. On détestait Confluence, on trouvait ça pas pratique et tout ça, donc on est revenu sur Notion. On utilise un truc qui s'appelle Twist, je crois. Je sais pas si on a entendu Je parler. connais pas. On est en train de le tester et on utilisait beaucoup Slack pour beaucoup discuter, faire de l'asynchrone aussi parce que toute l'équipe dev est en remote chez nous. Donc en fait, c'est difficile d'avoir du live tout le temps et de discuter avec ta squad. T'es pas au même bureau qu'eux, t'es pas au même bench qu'eux. Et donc il y a beaucoup de trucs en asynchrone et Slack est assez mauvais pour ça. Donc du coup on utilise Twist, qui est une espèce de mélange entre Slack et une inbox. D'accord. En fait, ça te permet sur un projet quand tu as des décisions qui doivent être prises de poser ta question et tu reviens quelques temps après et t'as des retours de tes collègues si tu veux. Et c'est plutôt bien foutu. Après pour le road mapping en soi, on utilise Notion en fait maintenant. Genre on a Tout est vraiment, sur Notion. ouais, beaucoup de choses sont sur Notion. Et comment vous faites le lien avec les devs? C'est Eux utilisent Clubhouse en ticketing D'accord. et le lien avec les devs se fait assez organiquement dans une squad où t'as des rituels chaque semaine où tu vas essayer de discuter de tous les projets sur lesquels tu bosses en ce moment. Ouais. D'accord. Vous avez combien de devs? Une quarantaine, je dirais maintenant. Une quarantaine de devs. Ils sont tous en remote. Ouais, ils sont tous en remote. De temps en temps, on en a qui viennent au bureau, Ouais. ceux qui sont en région parisienne. Mais en fait, on a des devs à Montpellier, des devs à Toulouse, à Annecy, en Finlande. C'est génial. Ah, bon, enfin, à l'étranger aussi alors. Ouais. Là, on a pris un qui est togolais qui vit au Nigeria. Et c'est trop drôle. Et genre, je pense qu'il sera là la semaine prochaine parce que c'est l'onboarding des nouveaux. Ouais. Il vient d'arriver. Et c'est trop marrant de te dire, ouais, j'ai un collègue, il est au Nigeria, tu vois. Et j'ai un collègue, il est à Annecy ou à Toulouse, tu vois. C'est génial. trop drôle. C'est génial. Ouais. D'où vient cette culture du remote? J'en ai jamais trop parlé, en fait, mais l'idée que je m'en fais, c'est que c'est hyper compétitif d'avoir des devs sur Paris. Et donc, il y a sûrement, la preuve, des bons devs un peu ailleurs, en région. Ouais. Et au lieu de bosser en freelance ou dans des agences localement, on dit, venez bosser dans une grosse boîte, bosser de chez vous. On essaie de travailler comme ça, tu vois. On essaie de mettre une culture remote dans la boîte. Et si ça vaut pour les devs, ça vaut pour tout le monde. Donc la boîte est vachement construite de façon à ce qu'elle puisse tourner en remote. Et c'est cool. Et en fait, ils ont tout compris, les devs, de bosser en remote. Genre, à chaque fois qu'ils viennent à Paris, c'est l'événement et tout le monde veut les voir. C'est la fête. On va boire du coup avec eux, mais c'est génial. C'est génial. Oui, et puis ça leur permet d'être plus concentrés aussi au quotidien. Pendant leurs heures de rester dans cette espèce de flow comme ça, là où tu peux être plus facilement dérangé. Ouais, toi, dans ton équipe, est-ce que tu penses que c'est possible ou pas? C'est carrément possible. Celui qui vient, là, je te dis, on est 4, bientôt 5. Celui qui vient en septembre, il sera en remote de Lyon. De Lyon. Voilà. Ok. Donc on se prépare à l'être. Et ça peut fonctionner. La seule obligation, la seule contrainte qu'on se donnait pour avoir quelqu'un en remote, c'était d'être dans une ville dans laquelle on opérait. Pour pouvoir rencontrer des drivers, rencontrer des passagers, parce que déjà que c'est difficile pour les devs de le faire. Si dans l'équipe produit t'es pas capable de rencontrer les gens qui utilisent ton service, c'est compliqué pour designer. Et sur le remote, honnêtement j'étais assez pas sceptique, mais j'appréhendais un petit peu à me dire ok, tous les devs sont remote, ça va être compliqué et tout, la communication et tout. Ouais. Alors premièrement, ils ont pris des devs plus seniors, je trouve, que dans d'autres boîtes. Donc en fait, toutes leurs soft skills de communication, ils sont hyper proactifs, ils sont hyper, tu vois, genre la conversation en visio par exemple, oui.
t'as vite fait de passer pour un connard si tu mets pas complètement les formes, tout ça, tu vois, si tu réponds un peu sèchement, même par écrit, etc. En fait, ils ont pris des gens qui ont conscience de ça, qui ont l'habitude de communiquer, et du coup, ça se passe super bien. Et moi, je me sens plus proche des devs aujourd'hui à Montpellier ou Toulouse que des devs qui étaient à mon bench chez Blablacar. C'est bien. Mais le non dit, la communication non dite, physique, extrêmement compliqué. Hein. C'est quand même, c'est facile de très mal interpréter un mail qui est lancé à l'arrache. C'est clair. Et il y a un autre truc aussi pour que ça marche, il y a des petites règles à s'appliquer en fait pour que ça marche en remote une organisation. On avait essayé chez Blablacar. On avait un des designers qui était polonais et qui bossait de là-bas. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on était tous dans la même salle, lui sur une télé, toujours un moment où tu commences à faire un workshop ou à dessiner des trucs sur des papiers. Ouais. En fait, le mec sur la cam, il voit pas, tu vois. Exactement. Et en fait, la règle, c'est, pour que ça fonctionne, on se met tous au même niveau de communication. Et donc, si t'as 5 personnes, t'en as une qui est en remote, 4 qui sont à Paris, tout le monde sur son laptop, tout le monde les écouteurs, on a planifié en fait les moyens de communication. Ah, c'est top ça. Ça, c'est cool parce que ça met tout le monde au même niveau. Ouais. Et le deuxième truc pour que ça marche, ça c'est plus niveau global pour la cohésion d'équipe et tout ça, c'est t'es obligé de recréer artificiellement des rituels ou des rencontres, genre typiquement la machine à café le matin, tu peux pas, tu vois, en remote. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sur Slack, on a un channel qui s'appelle Remote Coffee Machine, où tous les lundis, ça fait un espèce de tirage au sort de groupe de 3 ou 4 personnes aléatoirement et avec un petit algo qui fait que tu croises pas tout le temps les mêmes personnes. Et pendant une demi-heure, tu prends ton café en call, en visio avec tes devs ou un data analyst, machin, et tu racontes ton week-end. Tu vois. T'es obligé de recréer ces événements pour que ça fonctionne. Le charolais du café, quoi. Ouais. C'est top. C'est trop cool, j'adore ça. Ouais. Quand t'as commencé chez Itch, vous étiez combien? Tu m'as dit t'étais le seul product designer? Il y avait quelqu'un qui faisait un peu tout, qui était meilleur en branding et en communication qu'en produit. Et du coup, je sais pas comment il l'a vécu, mais j'ai l'impression qu'il s'est senti écrasé quand je suis arrivé dans l'équipe produit pour reprendre un petit peu les rênes, et c'était une personne qui communiquait pas énormément avec les devs, tout ça. Donc je suis arrivé et c'est vrai que j'ai beaucoup mis la main sur le product design dans la boîte. Et après, donc il y a eu un peu de temps où j'étais tout seul, et quand on s'est dit vas-y, on commence à relancer des recrutements, on a recruté une autre personne, et là dernièrement 2, et bientôt une troisième. Enfin, c'est fait, mais qui arrivera bientôt. Ah, c'est incroyable. Ok. Comment t'arrives à jongler avec les caractères des uns et des autres Je pense sur moi, je fais tampon, je pense. Ouais. Ouais, j'essaie de lisser en fait. J'essaie de leur apprendre la diplomatie les uns avec les autres. Et il y a un designer dans mon équipe qui a tendance à rentrer dans les gens en frontal. Je fais mec, arrête quand tu reçois une balle, la renvoie pas plus fort. Genre essaye d'amortir un peu et renvoie pas la balle plus fort que tu ne la reçois, quoi. Et c'est ce que j'essaye de leur répéter. Et si tu arrives à faire ça, à mon avis, t'arrives à résoudre la moitié des conflits que tu peux avoir dans une team, quoi. C'est quoi le plus gros challenge que tu vois en tant que manager pour aider les gens à se dépasser, à être meilleurs, à les coacher? Garder la légitimité des gens avec qui tu bosses. Et est-ce que c'est une légitimité qui s'appuie sur l'expertise? Ouais, je pense. Pour toi, c'est ça? Ouais. Et si tu veux, je sais pas dans quelle mesure c'est possible, je sais pas dans quelle mesure je suis utopique de dire ça, mais j'aimerais bien garder 25% de mon temps à mettre les mains dans la merde et à être très hands-on sur un projet, si tu veux. Parce que comment tu veux reprocher des trucs à des gens, et 2 connaître leur quotidien si tu fais pas le même boulot qu'eux. Et à un moment tu vas dire bah ouais, mais là t'as pas performé, soit tes mock-ups ils sont dégueulasses ou j'en sais rien. Tu vas leur faire des reproches, ils vont trouver une excuse de machin. Si tu fais le même boulot qu'eux, puis bah non, regarde comment je m'en sors, moi. J'arrive à le faire, si tu veux. Le biais avec ça, c'est dire regarde, moi j'y arrive, donc tu dois pouvoir y arriver. C'est un biais, ouais, je suis pas sûr, ça c'est peut-être pas la bonne façon de faire également, tu vois. Mais au moins, tu comprends le truc. T'es dans le quotidien, T'es pas déconnecté de ce truc-là, d'être le manager qui n'a jamais bossé sur un projet, si tu veux. Et donc ça, je sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais j'aimerais le faire. Quitte à déléguer d'autres trucs. Quitte à déléguer le hiring, quitte à déléguer, peu importe, le career pass, checker que chacun progresse, etc., etc. Ça, tu le donnes à quelqu'un qui est un peu plus senior dans ta team, et toi, tu gardes cette partie opérationnelle. On a créé un career pass chez nous pour que de façon objective, tout le monde sache ce que c'est qu'être un junior, tout le monde sache ce que c'est qu'un mid, un senior, un lead, etc. Tu vois. Et ça, on l'a fait en s'inspirant il y a très peu de sources là-dessus, mais en arrivant un petit peu à en trouver. Et on l'a fait ensemble, en fait. J'ai pas voulu le faire de mon côté. J'avais drafté un truc de mon côté et tout ça. Oui. Mais en fait, on s'est vu ensemble finir quel était ce que ça voulait dire d'être junior, comment tu passais à mid, etc. Et c'est que des critères objectifs. C'est quelque chose que tu pourrais partager ou pas?
Ouais, je pense. Ouais. Ouais, ce serait top. Je pense que j'ai encore, on est en plein dedans, donc là, j'ai pas appliqué les retours justement qu'on s'est donné pendant ce meeting. Il y a un design process que j'adore utiliser, qui s'appelle le Double Diamond, oui, et qui est mon préféré en fait, mon design process préféré, parce que c'est celui qui est le plus simple à expliquer à quelqu'un qui est pas designer. C'est très simple de te dire, vas-y, là t'as un problème à résoudre, donc tu vas rassembler un max d'infos et tu vas définir très clairement ton problème. Après tu vas explorer un maximum de possibilités pour le résoudre et tu vas trouver la meilleure. Et ça c'est hyper intelligible pour quelqu'un qui est même pas designer, si tu veux. Ouais. Et en fait, je me dis, j'aime bien croire ça, que plus t'es un product designer senior, plus tu vas aller tu vas remonter dans le design process. Et donc, un junior, tu vas juste lui demander de designer l'interface d'une solution déjà plus ou moins prédéfinie. Un mid, tu vas lui dire, bah, vas-y, explore plus de possibilités sur ton truc. Un senior, il va être capable de définir le problème à partir d'une base d'insight, de data, de retour, etc. Et etc., etc. Si tu veux. C'est rigolo parce que c'est quasiment mot pour mot ce que m'a dit Nico de chez Zenly. Je lui posais la question il y a quelques jours en disant Nico, c'est quoi un senior product designer pour toi? On a parlé de ce truc-là. On se connaît super bien avec Nico et du coup, je pense que c'est de moi qui tient le truc. D'accord. Quel escroc. C'est un escroc. J'étais là. Je lui pose la question, il me répond en 2-2. Je dis bien, chapeau. D'accord. Je dis, ce n'est pas la seniorité. Je dis, qu'est-ce qui fait un senior product designer? Est-ce que c'est le nombre d'années? Non, c'est pas le nombre d'années. C'est la capacité, effectivement, à appréhender le problème et à le résoudre de A à Z. Ah non, mais on ira discuter avec Nico. D'accord. Quels seraient les conseils que tu donnes à quelqu'un qui démarre dans le product design? On a quelqu'un qui, tu vois, dans notre team, comme je t'ai dit, on recrute essentiellement des seniors. Et là, on vient de recruter une designer junior. Pourquoi ce changement? Il y a eu des discussions pendant les entretiens. Est-ce qu'elle est trop junior? Est-ce qu'elle est, enfin, genre vraiment avec des réflexes de junior où t'as ton design process qui est pas forcément hyper structuré, etc. Mais elle a deux qualités de senior que je trouve qui vont la faire gagner, qui vont lui faire gagner énormément de temps. Elle a pas peur de montrer ses projets, d'ouvrir son projet comme ça, et de prendre des retours sans se dire ah non, je peux pas te le montrer maintenant, laisse-moi encore 2 heures parce que je vais peaufiner le truc. Genre non, c'est fini, on montre maintenant, on ouvre maintenant ton fichier, on regarde ensemble. Donc ça, elle a pas peur de ça. Et deuxièmement, elle a pas peur, enfin, dans sa communication, elle est vachement proactive. Et donc elle est hallucinante, je te jure. Elle pète des bouches à tout le monde. Genre, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Noémie Cattel. D'accord. Et elle ouvre sa gueule, quoi. Et c'est cool, tu vois. Et genre, du coup, quand elle sera bloquée et que elle sera en remote et que elle verra pas quelqu'un, elle va proactivement aller vers ces personnes. Chose qui est hyper importante. Et donc, si j'avais un conseil à donner à des gens juniors qui commencent là-dedans, les hard skills, c'est la partie facile. Les soft skills sur ta communication, c'est les trucs où tu dois progresser si tu veux avoir une bonne carrière. Il faut que tu saches accepter les retours sans les prendre pour toi. Il faut que tu sois bon et proactif dans ta communication. Il faut que tu sois capable d'ouvrir ton fichier, partager tes projets le plus rapidement possible. En plus, c'est intelligent parce que plus rapidement tu ouvriras ton truc, plus vite tu verras si t'es sur la bonne route ou pas, et donc moins de travail t'auras après à faire, quoi. Donc ouais, travailler sur les soft skills. Ouais. Sur les soft skills. Ouais. Et la communication ultra importante. Ouais. Est-ce que chez Itch, vous avez un design system en place? En fait, on a un design system en place créé rétroactivement sur ce qui existait en prod. Parce que c'est un travail qui n'a pas été fait de créer ce design system quand le premier design est sorti, mais t'as quand même des features à sortir. Du coup, tu recrées ce design system, cette librairie de composants, sur la base de ce que t'as en prod. Donc c'est tout simple. Tu prends des screenshots de toute l'app, tu redécoupes les trucs, tu crées tes composants, t'as ta librairie de composants. C'est chiant parce qu'en fait, on a des techniques assez importantes sur les apps mobiles. Maintenant, enfin, sur Android ça va mieux, sur iOS c'est encore le cas. Et du coup, moins de changements dans l'interface, c'est hyper rigide, il y a beaucoup de dépendances et c'est difficile de faire évoluer quelque chose. Là, on est dans un projet de redesign. Ouais. Et donc, c'est l'opportunité de reconstruire ce truc-là de zéro et de se servir de justement ce que j'ai appris chez Blablacar aussi là-dessus, ouais. Où on était, ça a duré longtemps, mais on était dans cette réflexion de
d'en mettre en place. Comment tu crées ton design system. Il y en avait déjà un chez Blablacar ou non? C'était en réflexion? Ça s'est fait pareil en fait. Ça s'est fait exactement pareil. Quand je suis arrivé, il y en avait pas et il a fallu le refaire sur la base de screenshots de l'existant. Puis au fur et à mesure, il a fallu en recréer un. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en train d'être implémenté. Non mais c'est hyper important quoi. On s'en rend compte. T'es obligé de le faire rétroactivement parce qu'en fait, ça te fait gagner tellement de temps quand tu veux refaire une feature, une interface, que le temps gagné de devoir redessiner à chaque fois, vas-y, tu prends le temps de créer ta librairie, quoi. Ouais, c'est la productivité. T'augmentes la productivité, et la rapidité pour les gens de mettre en place. Dans ton équipe, t'as mis en place des OKR ou pas? Des objectifs chiffrés? Presque, ouais. C'est encore dans mes propres OKR, j'ai tout le monde a des OKR dans ma team. D'accord. Donc c'est pour ce trimestre. Ce trimestre? Ouais, c'est pour ce trimestre-là, ouais. Comment t'approches la démarche? Qu'est-ce que... J'en sais rien. En vrai, je me dis que mes OKR les leurs devront refléter les miens, plus ceux de la boîte, enfin ceux de leur squad respective. Et donc ça va être facile à créer, si tu veux. Tu vas avoir deux objectifs sur ta squad et un objectif sur la team design, si tu veux. C'est comme ça que ça se fait, à mon avis, tu vois. Genre t'as les OKR de la boîte, t'as ceux des founders. Les founders à leur manager et les managers à leur... Et les tiens, tu peux les partager? Ouais, c'est scaler et structurer la team design. C'est être la voix de l'utilisateur au sein de l'équipe produit. Et t'as un truc, j'étais dans la team Ride, la team Ride, c'est un truc lié à la team Ride en fait, en termes de nombre de rides ou de rétention. D'accord, des objectifs chiffrés. Ouais. Si chiffré, pas trop pour design, pour scale les structures de design team, si tu veux. Mais à chaque fois, c'est objectif et c'est atteignable. Tu vois, c'est un booléen, c'est t'as réussi, t'as pas réussi, quoi. Ok. C'est pas, ils sont à peu près onboardés, les gars. Ouais, c'est pas libre à interprétation. Ouais, ce qui est une des difficultés souvent d'OKR qui sont mal mis en place. Tu l'as plus ou moins bien fait, mais je sais pas trop, et puis au final... Moi, j'ai ce côté un peu binaire aussi, un peu rationnel, structuré. C'est un reproche qu'on m'a fait, et c'est aussi pour ça qu'on m'apprécie, c'est que je suis assez binaire et assez robot, quoi. Assez robot. Toute la partie analyse de chiffres, ça fait partie de ton quotidien, toi ou pas, en tant que head of product design? Pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais. Les PM aiment bien. T'as travaillé en tant qu'UX designer chez Blablacar. Dis-moi, moi, quand je regardais ton parcours, j'ai pas vu à un moment donné spécifiquement une formation en UX à proprement parler. Comment t'as appris ça? J'ai appris ça dans mon passage en cabinet d'expertise comptable. En gros, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. C'est la boîte de com où je bossais, où je faisais de la com visuelle et du web design. Il y avait un de leurs clients qui était un cabinet d'expertise comptable, qui est celui sur lequel j'ai bossé après. Et quand la boîte a fermé, ils ont voulu récupérer toute l'équipe qui avait bossé sur leur projet. D'accord. Donc je suis parti dans cette boîte-là avec 2-3 personnes de l'agence de l'époque. Et au début, le taf, moi j'étais très mauvais graphiste en fait, très mauvais créatif. Je me pipasse la main, c'est vraiment incroyable. D'accord. Et je pensais que j'étais bon, mais c'est encore un autre débat. Et là, le travail était assez intéressant parce que c'était un groupe d'expertise comptable qui avait cette stratégie de s'ouvrir un petit peu partout dans toutes les villes en France avec un nom local. Okay. Tu veux, à Bordeaux, ça pouvait s'appeler Cannelé Compta ou je sais pas quelle connerie, si tu veux. Et le travail, c'était, vas-y, le mois prochain, on ouvre à Toulouse. Il faut que tu nous crées Pink Compta ou je sais pas quoi, tu vois, Rose Compta. Ou toute l'identité visuelle, graphique. Toute l'identité visuelle et comment tu scales cette production de support visuel qui est les catalogues de prestations, les cartes de visite, le site internet. Il y avait beaucoup de choses comme ça à scaler. Et j'ai pas mal appris sur la démarche de produire, d'être efficace et de scaler de scalabilité en fait, d'appliquer à de la production de design. Et après, ils ont commencé à lancer des apps mobiles et des plateformes SaaS pour leurs clients. Et donc c'est là-dessus que j'ai commencé à faire les interfaces, puis après à faire un peu de l'UX, l'ergo et tout ça. Et je me suis barré après 3 ans de ce truc-là. C'était super. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Une courbe de formation incroyable. Vraiment cool. Mais t'apprends tout toi-même en fait. C'est ça. Sur le tas. Et j'ai rencontré Cédric Georgie, qui était un de mes associés à l'époque, où il cherchait quelqu'un pour le produit, pour une idée qu'il avait. Et moi à l'époque, je voulais me barrer. Je savais que je voulais plus rester dans cette boîte parce que j'en avais fait le tour, ça faisait 3 ans et tout ça. Et soit je repartais dans la com, j'étais à Paris, donc je me dis, vas-y, c'est peut-être l'occasion de te confronter aux agences, grosses agences, soit je repartais dans un mode un peu start-up. Et en fait,
si tu t'intéresses aux startups à Paris à l'époque, tu suivais Cédric Georgie sur Twitter parce qu'il était assez implanté, assez bien connu. Et un jour, je vois un de ses tweets passer, il fait, je cherche un mec produit pour un projet. Et je fais, vas-y, on se prend un café. Et du coup, il m'explique son truc et tout, et puis on discute. Puis il fait, c'est pour permettre aux gens d'aller dîner chez l'habitant quand ils voyagent. Et Première réaction, ouais, c'est mais génial, trop bien. Et du coup, on se dit, vas-y, on essaye, quoi. On essaye. On a travaillé quelques week-ends ensemble, quelques soirs ensemble, comme ça, pour voir si ça fitait, parce qu'on se connaissait pas, finalement. Vous étiez que tous les deux, là, pour l'instant? On était, très vite, on était trois. D'accord. On était trois avec un CTO. D'accord. Donc, il a fallu aussi connaître Sébastien Guignot, qui était CTO à l'époque, savoir si on travaillait tous ensemble. Et à un moment, on se dit, vas-y, pose tous nos DEM. Moi, j'étais dans une situation où je devais poser ma DEM et d'avoir une rupture conventionnelle pour bénéficier de 15 mois d'allocation sans qu'on te fasse chier et qu'on te dise trouve du boulot, quoi. Là, t'as ton projet entrepreneurial, on ne dit rien pendant 15 mois. Et donc, on a fait ce truc-là et j'ai aussi progressé en produit là parce que t'es tout seul, en fait. Et tu rencontres des gens qui font ce métier-là et c'est super intéressant, quoi. Et du coup, on a fait pas mal de conneries aussi. Tu vois, genre, Cédric était plus business mais un peu produit aussi, tu vois, genre il aimait bien ça. Seb qui est très techos, moi très produit, et on connaissait, t'as beau connaître toutes ces philosophies, lean startup, ship fast, machin. Le truc c'est que t'as beau le savoir, il faut vraiment se faire MVP, POC, tout ça. T'as beau le savoir, il faut énormément se faire violence pour lancer le truc, tu vois. Et c'est un des trucs, je pense, que j'ai le plus appris de cette expérience-là entrepreneuriale, c'est comment tu évites de faire grossir les scopes de tes projets et que tu ships quand même, quoi. Et t'en as rien à foutre, tu testes ton truc. Quand j'ai vu des fois des projets sur lesquels j'ai bossé, où pour un POC, pour mesurer un truc, tu fais des phases de QA, des retours, enfin des trucs interminables, c'est un POC, tu veux juste mesurer. Tu vas rien péter, tu vas roll out ton truc à 10 000 personnes et ça va pas te niquer ton business, tu veux. Et ouais, ça c'était hyper formateur. Et parce qu'à la fin, tu t'en mords les doigts parce que t'as passé 9 mois à créer ton produit parfait avec ton moyen de paiement et tout ça, alors que tu aurais pu faire des trucs à la main. Ça aurait pas été hyper léché, mais t'aurais pu savoir, parce qu'en fait, une fois qu'on a passé 9 mois pour sortir la bêta, après on a ouvert le truc un peu plus, te rendre compte que le market fit est pas super bon, et qu'il y a peut-être un truc à apprendre sur quelles sont les attentes des gens qui vont utiliser ton truc. J'imagine pendant ces 9 mois, finalement, les interactions avec des utilisateurs, il y en avait, mais pas plus que ça, quoi. Bon, il y en avait pas, en fait. Il y en avait pas, carrément. Dans le tunnel. Un peu tunnel, ouais. Un peu très tunnel, ouais. Et à la fin, tu te dis, putain. On fait tous la même erreur. Ah ouais, mais du coup, alors, on m'a pris une fois, on me prendra pas deux fois, si tu veux. Un jour, je relancerai peut-être un truc, je sais pas quand, tu vois, mais j'aimerais savoir si j'arrive à me faire violence, livrer à moi-même, si j'arrive à me dire, vas-y, ship, tu t'en fous. Tu sais quoi, moi, la French Touch podcast, j'étais parti, j'avais commencé à faire le site. Alors, il faut que mon logo, il soit bien, il faut que j'ai suffisamment d'articles, puis j'en ai parlé à un ami qui m'a dit, non mais Gab, vas-y, t'arrêtes, tu lances, tu prends tes interviews et puis tu te démerdes après. Mais il faut se mettre des claques, exactement. Ouais. Et l'autre truc qui me motiverait peut-être à lancer un truc, c'est, évidemment, c'est pas la seule erreur qu'on a fait, tu vois, de prendre trop de temps à shipper, mais d'avoir bossé dans cette boîte où au début on était 3, après en réassociant, parce qu'on a fait l'acquisition aussi d'un concurrent, donc au plus gros du truc on devait être 7-8, si tu veux. Vous génériez du revenu? Assez peu. Assez peu? Ouais. Et comment vous avez fait l'acquisition? L'acquisition en part. D'accord. Ouais. Ok. On a acheté quelque part. Et donc voilà, passer d'une boîte où t'es 3, puis après 8, 9, grand max, d'aller dans une boîte où quand je suis arrivé chez Blablacar, on était 160. Et après, quand je suis parti, on était 500, 550. Et là, de repartir chez Hitch où t'es 60. Et là, même plus de 100, 120, 130, quelque chose comme ça. Mais l'histoire se répète pour toi. À des étapes différentes, en fait. Et j'ai envie de voir si je suis capable de connecter les dots et de dire, voilà, comment tu passes de 8 à 60, comment tu passes de 120 à 160, puis à 550. T'as vu le spectre, en fait. Et des mecs que je trouve qui ont tout compris, je sais pas si... Moi, je crois aussi fortement que le succès de Sunrise, si tu veux, de Pierre Valade et Jérémy Leval, il est très lié au fait qu'ils ont bossé chez Foursquare avant. Et au fait qu'ils aient pu voir comment fonctionnait le marketing, comment fonctionnait la tech, comment fonctionnaient des trucs, des métiers qui ont rien à voir avec le design, finalement. Et qui leur a peut-être filé des tips de, voilà, comment tu fais de l'acquisition, etc. Chose que je n'avais pas quand j'ai commencé Cookening, si tu veux.
Et quand on a tous commencé à bosser dessus. Et j'en sais rien, si ça se trouve, ils vont entendre ce truc-là, ils vont envoyer un email, ils vont me dire non, c'est pas du tout ça, comme ça nous a rien apporté, c'était la merde. On leur demandera. On leur demandera. Et du coup, je me dis, chez Blablacar, ok, t'apprends beaucoup en design parce que Rémi est arrivé et tout ça, et t'apprends sur ton métier, mais t'apprends aussi énormément sur les autres métiers. Tu dis, putain, c'est comme ça qu'une boîte est censée marcher. Et à chaque fois, tu fais des parallèles avec ce que t'as fait. Putain, si on avait fait ça. Et, ouais. T'as ce regret quand même, Alain. J'entends pas mal de regrets sur Cookening. C'est pas des regrets par rapport à Cookening, c'est des regrets intellectuels de pas savoir. De pas avoir su, ouais. Ouais, mais. Ouais. Parce que t'es hyper exigeant avec toi-même. Enfin, je suis ce genre de personne hyper exigeante avec moi-même et je vis assez mal l'échec, si tu veux. Donc. Cookening revendu. Revendu. Ouais. Revendu à Visite. Ouais. Ça fait quoi c'est quoi l'expérience de revente, fondateur et surtout au produit, puisque t'étais le directeur produit, de lâcher ton bébé pour le coup. En fait, ça s'est fait assez facilement parce que on était arrivé à la fin de nos 15 mois d'indemnité et à un moment tu dois trouver un moyen de te financer. Donc j'ai fait du freelance à cette époque-là. Et à une époque, tu commences à faire plus de freelance qui va bosser sur ton produit. Ouais. Et à t'en écarter. Et donc en fait, on s'en était déjà suffisamment écarté pour que quand on l'a lâché, tu sais que c'était la bonne décision à prendre. Ouais. Okay. Donc finalement, pas trop de pincement au cœur ni rien, si tu veux. Très aligné, on avait bien discuté avec les fondateurs de Visite pour s'assurer que ils étaient alignés philosophiquement avec ce qu'on voulait faire, éthiquement avec ce qu'on voulait faire, tout ça. Donc on se dit vas-y, continuez avec quoi et très content parce qu'ils font des trucs de malade quoi. Ouais. Ils sont très forts. Toi, t'avais déjà acquis cette expérience sur Marketplace, du coup, la mise en relation. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre une boîte comme Blablacar? Donc c'est double question. Ouais. Une boîte comme Blablacar et en plus, je reviens à mon truc de départ, en tant que UX designer. Ouais. UX designer, c'était plus ou moins ce qui m'intéressait là où j'étais le meilleur en fait, si tu veux. Donc ça avait du sens d'aller me confronter à un truc ou une plus grosse boîte où t'avais plus de contraintes, plus d'attentes, il y avait des process. Quand t'es arrivé, il y avait déjà pas mal de process en place. Ça a beaucoup bougé. En termes de process, tout a été chamboulé sur les 2 années où j'ai passé chez Blablacar, je pense. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de contraintes. Il y a une technique pas une des techniques, mais que si, mais des considérations techniques à prendre en charge que nous on s'en foutait chez Cookening, si tu veux. T'as des edge cases, ça commence à plus devenir des edge cases chez Blablacar parce qu'il y a beaucoup de volume et tout ça, ça représente pas mal de monde. Donc te confronter à plus de contraintes, tout ça, intellectuellement, c'était plutôt stimulant. Et donc du coup, ça m'a pas mal incité à postuler chez eux. Et l'autre truc, pourquoi rejoindre cette boîte, c'est très lié au fait que c'était une marketplace, tu vois, genre c'était dans la continuité de ce que j'avais fait, donc je trouvais ça assez naturel, assez logique, ouais, assez pertinent pour eux, pour moi, de dire vas-y, je vais bosser encore dans une marketplace, je voulais un petit peu le truc. Tu te souviens du process de recrutement? Interminable. Interminable? Interminable. Ça a duré trop longtemps, j'ai vu 13 personnes. 13 personnes? 13 personnes, ça s'est terminé. Je suis arrivé à 18h. Les derniers entretiens, c'était avec Fred Mazella, Nicolas Bousson. Ok, tu voyais tout le monde alors. Il cherchait un product designer depuis 1 an et demi, donc il voulait juste s'assurer que c'était la bonne personne qui prenait. T'arrives à 18h, tu vois Fred Mazella pendant 1h30, t'attends 1 heure après le temps que Nico soit dispo, et tu repasses 1h30 avec Nico. Enfin, tu sors, il est 22h, t'es rincé. Par contre, ce qui était très marrant, c'est que avec Nico Bousson, l'entretien que j'ai passé, c'était, je suis ressorti de l'entretien, je lui ai rien dit. Par contre, je connais toute sa vie. Je comprends pas. Il m'a rien demandé. C'était très drôle. Mais ouais, j'ai vu 12 personnes, des front-end devs, toute l'équipe product manager, data analyst, le country manager France, tout le monde. Tout le monde. Entier. Ok. Ouais. Et t'as été un peu challengé sur tes compétences ou c'était vraiment plus un fit humain? Les deux en fait. Vraiment les deux. Pas mal de compétences avec les PM et tout ça. Et après, avec les front-end, avec les devs mobiles, c'était plus fit humain, ouais, parce que tu veux aussi t'assurer que les gens avec qui tu vas bosser, ils t'ont choisi. Ça se passe bien, humainement, ça va bien se passer. Et ce qui est cool, c'est que quand tu vois 13 personnes en entretien, t'arrives de ton premier jour, tu connais des gens. Tu connais des gens. Donc c'est cool. Tu dèches pas tout seul ton premier jour, si tu veux. C'est vachement bien. C'est quoi les plus mauvaises recommandations que tu entends à propos de ton job, où tu te dis faut vraiment arrêter avec ça? C'est pas une recommandation, c'est plus un comportement auquel t'as affaire.
c'est dans une équipe produit, quand on présume certains comportements utilisateurs. Et tu vas te dire, ouais, ben non, mais nos drivers, ils aiment pas ça. Ok. Et souvent, je leur dis, mais t'en sais rien. Moi, j'en sais rien. T'en sais rien. Demande-leur. Faisons un sondage. On a un truc on a une page Facebook, un groupe Facebook privé qu'on appelle Each Lab. Ouais. Et sur lequel on a peut-être une quarantaine de drivers qui sont volontaires pour qu'on leur montre des trucs, qu'on leur demande des trucs régulièrement, tout ça. Alors c'est un peu biaisé parce qu'évidemment c'est les plus engagés avec ton service, mais ça permet d'avoir des signaux. En tout cas, si eux ils te mettent un logo sur un truc, tu peux être sûr que les gens les plus critiques avec ton service, ça passera absolument pas, quoi. Donc c'est cool, et d'avoir multiplié les points de contact comme ça, on fait pas mal d'événements, on essaie d'organiser des interviews de temps en temps. On a une espèce de office hour où les drivers peuvent venir nous rencontrer, d'avoir ce groupe Each Lab, tout ça. Ça devient hyper facile d'arrêter de présumer des choses sur le comportement des gens, en fait. Et ça, c'est un comportement que j'arrive à encore avoir régulièrement. Et à un moment, il faut que tu répètes, t'en sais rien en fait de ça. Tu m'avances un truc, t'en sais rien. C'est quoi qui te motive le plus dans ton job là, au quotidien? Ce qui est le plus motivant, je pense que tous les product designers, tous les designers, en fait, c'est des gens mégalos, égocentriques. Et en fait, c'est le côté, ce qui est motivant, c'est de se dire que tu vas un peu avoir un impact social sur la façon dont les gens vont se déplacer. Et c'est ce qui me plaisait aussi chez Cocooning, c'est avoir un impact social sur un peu transformer la façon dont les gens voyagent ou mangent le midi, si tu veux. Donc un peu laisser ta marque là-dessus. Donc c'est très mégalo, hein. C'est hyper mégalo. Et moi, ce qui m'intéressait, tu vois, Cocooning, c'était pas trop d'avoir ma boîte, c'était de participer à un changement comme ça, tu vois. Donc c'est ça qui me motive dans ce métier, ouais. Et c'est plutôt cool, tu vois, genre si là, je sais pas dans quelle direction ça va évoluer, mais tu pourrais très bien avoir, et je sais que Lyft l'a testé, un abonnement, tu payes tous les mois comme ton Navigo, tu vas où tu veux en Hitch. Pas mal, ça. C'est cool, tu vois. Ouais. Sachant que le modèle de subscription là, d'abonnement, il commence à devenir partout où ça passe, tu vois. Genre tu peux louer Netflix, et ça, c'est de l'abonnement, tu consommes autant que tu veux. Sur les jeux vidéo, ça commence à venir aussi, tu pourras consommer autant que tu veux. La musique, ça fait longtemps que c'est fait et ça devient hyper naturel maintenant. Alors qu'il y a des années, on disait, ouais, tu vas pouvoir payer 10 balles par mois et t'écouteras ce que tu veux. On disait, c'est génial. Aujourd'hui, c'est juste normal. C'est normal. Ouais. Voilà. Donc peut-être qu'on n'est pas à l'abri que t'aies cette formule d'abonnement aussi. Là où, ce que j'adore faire, en fait, pour rester performant sur ce que je fais, c'est tout ce qui est énigme, devinette, escape room, tout ça, qui font fonctionner ton cerveau et qui t'oblige un petit peu à penser différemment. Je fais aussi ce métier-là pour le côté un petit peu égo de te dire putain, j'ai résolu un problème hyper compliqué. Ça m'intéresse, la complexité. Et l'autre truc aussi qui m'inspire énormément, c'est tout ce qui est lié au sport. Je t'ai dit, je fais beaucoup de basket, et un mec des plus inspirants que j'ai vu, c'est Kobe Bryant. Mec, tu tapes dans Google, strongest work ethic in sport, tu tombes que des photos de Kobe Bryant. Le mec était au gymnase tous les jours avant tout le monde, il repartait après tout le monde. C'est une brute de travail, quoi. Et du coup, je me suis fait déjà la réflexion avec des potes, on discutait. Et ce mec est en fait investisseur maintenant. Oui. Il a terminé ses essais, il est investisseur. Mais il investit très intelligemment. Hein. Dans la tech, ouais. Et je me dis, putain, jamais de la vie. Je suis fan, c'est un de mes joueurs préférés all time. Je suis fan de ce mec-là, mais jamais de la vie je le veux en investisseur. Il va te péter les couilles à 4h du mat. Le mec, il va t'appeler, il va te dire, il s'arrête jamais. Oui. Il dit, ouais, mec, t'as pensé à ça? J'en sais rien, mec, je dors. Il va te dire, c'est pas le moment de dormir. On doit changer un truc. Jamais ce mec, si je relance une boîte, il rentre au capital. Jamais. D'accord. Et c'est marrant parce que j'aimerais bien savoir, j'ai un pote qui s'appelle Clément Delangue, qui a lancé une boîte qui s'appelle Hugging Face. Et en investisseur, il a Kevin Durant, qui est un autre joueur NBA. Et j'aimerais bien savoir si il lui pète les couilles ou pas. Et à quelle heure? Je l'appellerai pour savoir. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Encore merci à Julien pour son temps et pour son retour d'expérience. Merci à vous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la French Touch sur votre application préférée. N'oubliez pas de laisser un avis, 5 étoiles de préférence sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez aussi m'aider à améliorer la French Touch en m'envoyant vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter, @lafrenchtouchfm. Retrouvez tous les liens évoqués par Julien dans cet épisode directement sur le site www.lafrenchtouch.fm. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.